Donc, rebonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette session de la série Infectiologie en partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Diseases Now. Donc, on est ravis de vous avoir ce soir et on est ravis aussi d'accueillir avec nous le docteur Jean-Marc Chaplin qui va nous parler aujourd'hui de la variole du singe, un sujet d'actualité. Donc, docteur Chaplin, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes spécialisé en maladies infectieuses au service des maladies infectieuses du CHU de Rennes. Et donc, vous êtes là ce soir pour nous présenter, pour nous faire le point un petit peu sur la variole du singe. Je vais vous donner la main pour partager votre écran et commencer votre intervention. Et entre-temps, du coup, je profite pour dire à nos participants que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box QR que vous voyez normalement là en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et à la fin, on va essayer avec Dr Chaplin et également normalement professeur Jean-Paul Stel qui va nous rejoindre entre-temps à répondre au maximum de questions qu'on peut. Donc, à vous, docteur. Super, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je suis infectiologue au CHU de Rennes et puis à la mission CORD nationale, qui est une mission de coordination sur tout ce qui est risque épidémique et biologique, qui est pilotée par une association du service de veille et sécurité sanitaire du ministère de la Santé, de la PHP, de l'ARS Île-de-France et de la SPILF également. Donc, on est effectivement assez attentif sur toutes les émergences et notamment lorsqu'elles ont un impact sur le système de santé français. Et on essaye d'assurer et en tout cas de diffuser au maximum les connaissances dans ces situations d'émergence à destination des médecins qui prennent en charge les patients. Donc voilà, donc ça tombe assez bien avec effectivement cette nouvelle émergence de monkeypox virus, hein, que j'appelle par son nom anglais, dont je vais vous présenter quelques éléments. Donc en fait, ça va être assez classique comme présentation. Je vais surtout m'attarder un petit peu plus sur la clinique. Et puis, je crois que ce qui est intéressant, ça sera sans doute de répondre aux questions qui se posent après. Donc voilà, donc dans les situations d'émergence, c'est vrai que les connaissances, elles ne sont pas optimales, en fait, par définition. C'est vrai qu'on a une nouvelle infection, une nouvelle maladie qui apparaît, enfin qu'on connaissait déjà dans d'autres territoires, mais qui n'étaient pas connus ni en Europe ni en Amérique du Nord. Et de fait, dans les approches finalement d'essayer d'avoir le maximum de connaissances, on a besoin d'être un collectif. Et vous voyez que ce diaporama a été relu, corrigé, amendé par un certain nombre de personnes. Donc, bien sûr, Santé publique France, hein, qui assure la veille épidémiologique, le Centre national de référence des orthopoxvirus, hein, puisqu'il s'agit d'un orthopoxvirus avec Olivier Ferraris, hein. Un collègue infectiologue, Guillaume Martin Blondel, qui a fourni quelques iconographies, la Société française d'hygiène hospitalière, puisqu'on va voir qu'il y a quand même quelques éléments de gestes barrières, de protection sur cette infection. La SPIF, bien évidemment, avec Odile Launay sur les aspects de vaccination. La Société française de pédiatrie et notamment son groupe de pathologies infectieuses, qui a aussi également participé à la rédaction, et notamment on va voir quelques formes, effectivement, de diagnostic différentiel en pédiatrie, et puis la Société française de dermatologie. Voilà, j'ai remercié tout le monde, mais pour vous dire voilà, que c'est un travail collaboratif et que c'est bien essentiel dans ces contextes où on ne connaît assez peu de choses. Il faut réunir le plus d'experts possible pour avoir un petit peu de connaissances au fil de l'épidémie. Non, ça va être avec la souris. Alors, deuxième élément, j'aime assez en fait
toujours pareil, il faut essayer d'être assez rigoureux puisque l'évolution effectivement de l'épidémie fait que les connaissances évoluent assez rapidement. Il faut savoir chercher la bonne information et toujours être un petit peu critique sur des informations, notamment sur la communication presse générale. Et il faut effectivement essayer d'aller sur des sites fiables. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a la NRSMIE qui fait une revue de presse régulière, alors, qui est très axée scientifique, mais qui fait état de toutes les dernières données scientifiques. On a un site internet à la mission Coreb qui donne aussi quelques informations, le Conseil de santé publique, l'Agence nationale du médicament, Santé publique France, bien sûr, la Haute Autorité de santé, et puis le ministère de la Santé et des Solidarités, et la SPIF, bien évidemment. Donc, bien essayer toujours, dans ces contextes un peu de connaissances mouvantes, de bien aller chercher l'information sur voilà, des groupes d'expertise ou des sociétés savantes qui ont l'habitude de ces contextes-là et qui vont sélectionner les informations, mais en tout cas en délivrer celles qui sont les plus pertinentes et les plus scientifiquement prouvées. Excusez-moi. Alors, voilà, donc assez classique, hein, on va dérouler voilà, la présentation de la variole du singe, du monkeypox virus. Juste un premier en introduction, effectivement, la définition des patients, des cas de Santé publique France, hein, qui est donc là régulièrement mise à jour et disponible en téléchargement sur le site de Santé publique France, et qui va distinguer finalement plusieurs situations dans l'analyse finalement d'un patient, de cas suspect à cas probable à cas confirmé, et qui va aussi définir ce qu'est un contact à risque dans le risque de transmission interhumaine. Donc, il y a une mise à jour régulière, pareil, c'est disponible sur Internet. Il faut ne pas hésiter à aller consulter régulièrement le site. Et les deuxièmes informations qu'on peut avoir, c'est bien sûr la mise à jour du point épidémiologique. Bon, j'ai fait un flash sur le 9 juin, c'est remis à jour 2 fois par semaine sur la situation épidémiologique, mais j'y reviendrai. Ne pas oublier que le monkeypox est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, si vous avez effectivement diagnostiqué un patient, il faut remplir la fiche et déclarer avec un certain nombre d'items à remplir, notamment sur la confirmation microbiologique de la maladie, les dates de début des premiers signes, l'origine possible de contamination, la vaccination antivariolique. J'y reviendrai, puis les mesures de contrôle mises en place. Alors, c'est vrai que cette variole du singe, elle n'est pas si émergente que ça. On parle d'émergence aussi quand les maladies apparaissent dans des territoires où on ne les connaissait pas auparavant. C'est vrai que la variole du singe, on la connaissait dans d'autres territoires, notamment en Asie, en Amérique du Sud. Et puis, plus récemment, c'est vrai que c'était plutôt l'Afrique intertropicale, où avait lieu un certain nombre d'épidémies, notamment en République démocratique du Congo, avec des épidémies qui étaient très localisées à des villages. Il y a des territoires relativement restreints et qui s'éteignaient de façon assez naturelle, sans qu'il y ait de grosses interventions humaines. Et donc, d'année en année, on avait quelques cas comme ça, sporadiques, d'épidémies plus ou moins importantes dans ces régions-là. Et on a commencé à avoir des premiers cas, effectivement, en dehors d'Afrique subsaharienne, notamment liés à l'importation. Donc, on avait des cas importés. Alors, il y a eu deux formes d'importation. On a eu une première forme d'importation par des animaux qui ont été capturés en Afrique, les petits rongeurs, et qui ont été après vendus sur le marché nord-américains, et qui étaient porteurs donc, du virus, et qui ont été responsables de cas humains par contact direct avec ces petits rongeurs. Et puis, on a eu quelques cas plus récemment d'importation, notamment en Europe et en Grande-Bretagne, notamment de personnes qui venaient infectées et qui ont été effectivement dépistées en Angleterre.
Et puis, on va voir que la nouvelle configuration qu'on a aujourd'hui, qui a commencé en mai dernier, est quand même très, très différente de ces précédentes situations. Alors, pourquoi ça apparaît? Alors, le papier est un petit peu ardu, mais finalement, le message est très simple. Vous n'êtes pas sans savoir que finalement, donc la variole du singe, donc appartient à à la même famille de virus que la variole qui a été éradiquée du monde. Hein. C'est le gros succès quand même de l'Organisation mondiale de la santé un petit peu avant 1980. Et en fait, la variole qui a pu être éradiquée complètement sur la surface du globe a été grâce à une campagne large de vaccination qui est intervenue pendant des décennies jusqu'à que la variole s'éteigne complètement. Et ces grandes campagnes de vaccination de masse mondiale sur tous les continents a donné une immunité. Cette immunité contre la variole, elle fonctionne aussi contre la variole du singe. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que la variole a été éradiquée? On a arrêté la vaccination alors, dans différents pays à différentes périodes. En France, on l'a arrêté un petit peu avant 1980. Et un peu partout, on a arrêté de vacciner contre la variole. Et l'immunité, qu'est-ce qui s'est passé? Sans vaccination et sans maladie, l'immunité, elle va décroître au fil du temps. Et vous voyez, cette étude a fait des études de séroprévalence. On regarde les anticorps en population pour voir s'il y a toujours des anticorps. Eh bien, on voit qu'une décroissance régulière au fil du temps des anticorps antivarioliques qui protégeaient contre la variole du singe pour aboutir à une situation où finalement, après 40 ans, 50 ans des dernières vaccinations contre la variole, on voit que dans le monde, en tout cas là, ces études en Afrique subsaharienne montrent que les gens ne sont plus immunisés contre la variole. Et de fait, ça correspond à ces résurgences épidémiques sporadiques qu'on a eues en Afrique subsaharienne. Et ça explique aussi très vraisemblablement aussi que la variole du singe puisse se disséminer ou en tout cas apparaître dans des territoires où on ne la voyait pas du tout, puisqu'on n'a plus du tout d'immunité contre la variole et donc a fortiori contre la variole du singe. Donc voilà, l'épidémiologie antérieure, donc c'était toujours africaine, locale. Je vous ai mis là la carte, donc surtout République démocratique du Congo avec cette grosse épidémie de plus de 500 personnes. Et puis voilà, ce qu'on avait entre 2010 et 2019, donc des épidémies en Afrique intertropicale, des cas importés de ces foyers-là en Europe du Nord et notamment en Angleterre. C'était vraiment là l'épidémiologie du monkeypox à cette époque-là, en sachant qu'on avait quand même de plus en plus d'alertes régulières et de foyers épidémiques qui devenaient de plus en plus fréquents dans cette partie du monde. Alors, dans cette épidémiologie avant celle que je vais vous décrire plus précisément aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait assez classiquement une transmission intrafamiliale. En gros, quand on relit les papiers des épidémies décrites au Nigeria et en RDC, c'est vraiment, voilà, ça touche. Donc, il y avait le groupe familial et tout le monde était touché avec une transmission effectivement en contact, probablement en gouttelette. Et donc, assez classiquement, ça touchait l'ensemble de la famille. Et ça, on le retrouvait aussi sur les cas qui ont été importés en Angleterre, où là, il y avait dans ce papier-là une description d'une transmission intrafamiliale. Donc, le fait de vivre sous le même toit est un facteur de transmission et de fait de contamination du reste de personnes qui vivent sous le même toit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là depuis 2022 depuis le printemps 2022, donc on a eu effectivement des premiers cas qui ont été identifiés au Royaume-Uni, notamment chez un individu qui revenait du Nigeria. Puis après, on a commencé quelques jours après à avoir des cas qu'on appelle autochtones, c'est-à-dire que des patients qui ont présenté la maladie, mais sans aucun contact avec quelqu'un qui revenait de la zone d'endémie ou d'épidémie et qui était complètement resté enfin, sans autre notion de voyage. Et progressivement, au fil des jours, on a vu effectivement des cas devenir de plus en plus importants, se cumuler. Le 19 mai, on a eu le premier cas signalé en France.
puis, vous voyez, le 29 mai, on a eu 16 cas, le 10 juin, 97, et puis là, au dernier bilan de Santé publique France, je crois que d'hier ou d'avant-hier, on est à 440 cas confirmés en France. Donc, on en reparlera, mais effectivement, donc, ce sont des patients qui n'ont aucune notion de voyage dans des pays à risque identifiés dont je vous ai parlé, et qui sont majoritairement des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, en catégorie HSH, et qui vont rapporter finalement dans l'interrogatoire, dans les enquêtes, un nombre de partenaires sexuels multiples dans les semaines, jours qui ont précédé l'infection. Alors, la situation européenne, rapidement, donc on a effectivement je dirais un quatuor, un quintet, on va dire, de tête. Donc, c'est vraiment la Grande-Bretagne, plus de 1000 cas. Ensuite, on a l'Allemagne, 838 cas. Vient l'Espagne ensuite, 736. Et puis, Portugal, France, à peu près 350 et 365 cas. Alors, vous voyez, en France, je suis désolé, la carte n'est pas très jolie. Je l'ai bidouillée là, juste avant de faire la présentation. Une énorme hétérogénéité en France, avec la plupart des patients, presque 3/4, 2/3 des patients sont en région Île-de-France, 312 patients sur les 400 et quelques dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, ça se partage entre Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, un petit peu Nouvelle-Aquitaine, région PACA, Hauts-de-France, et puis nous, puis le reste, très, très peu de patients. Vous voyez, Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Val-de-Loire, Pays de la Loire, la Bretagne, on n'a que trois cas, région Grand Est également. Donc, vous voyez une très grande hétérogénéité finalement dans la répartition française. Alors, dernier point sur l'épidémiologie, qu'est-ce qui nous intéresse? On va voir que les formes sont quand même assez majoritairement bénignes, mais ce qui peut préoccuper, c'est les formes plus graves, et notamment, classiquement, cette maladie-là, elle donne ces formes plus sévères chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les patients immunodéprimés, notamment avec soit des surinfections de lésions, de l'éruption, des atteintes respiratoires, et une possible transmission materno-fétale avec des complications fétales graves et une mortalité vraisemblablement plus élevée, mais on n'a pas encore de données suffisantes pour évaluer cette gravité encore sur l'épidémie qui est actuelle. Le virus dont je passe, c'est un virus très proche de celui de la variole. C'est un génome viral ADN. Un point sur la transmission, ce que l'on considère effectivement comme à risque, ce sont donc le contact avec un patient infecté, donc soit par des lésions cutanées, soit par des sécrétions respiratoires, du virus dans les sécrétions naso- et oropharyngées, des contacts étroits et notamment les rapports sexuels, j'y reviendrai. Une transmission bien sûr materno-fétale, et il y a été décrit une contamination par les objets et linges contaminés par un patient infecté. Quand on regarde un peu plus précisément la littérature, donc c'est vrai que le contact avec les animaux rongeurs, surtout l'épidémie aux États-Unis, ça c'est extrêmement bien documenté. L'animal va pouvoir transmettre à l'homme. La transmission interhumaine, donc entre hommes, elle est aussi très bien documentée, notamment sur des clusters familiaux, notamment sur les épidémies antérieures, pas sur l'épidémie actuelle. L'épidémie actuelle, là, donc mai 2022, oui, on a des contacts étroits sur ce cluster, on va dire, européen, avec des rapports sexuels et un multipartenariat chez les personnes infectées, qui est quand même maintenant relativement bien documenté. La consommation d'aliments, elle est assez peu finalement documentée, et la transmission liée à l'environnement, surtout sur les bases physiologiques, on va dire, d'un virus qui résiste bien à l'environnement, mais elle est finalement assez peu documentée dans la littérature. Sur les mesures d'hygiène et de protection, donc je vais rester un peu sur la protection à domicile. Il y a bien évidemment en milieu de soins, mais il y a une dia juste après qui va la synthétiser. Donc effectivement, on se protège en étant isolé.
Quand on va donner des soins finalement à une personne à domicile, il faut également que le professionnel de santé se protège avec un port du masque, gants à usage unique si contact avec le patient, l'hygiène des mains bien évidemment. Il doit maintenir un nettoyage et une désinfection sol et surface avec des produits détergents et désinfectants du commerce qui marchent tout à fait bien et qui ont une bonne virucidie sur le virus. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres produits. On a mis à 60 degrés pour le linge, c'est probablement un petit peu excessif, mais là encore, plus par manque de données et par prudence. Et puis, des déchets de soins qui doivent être éliminés sur des sacs scellés, doublement emballés dans la filière classique des poubelles ménagères. Donc ça, c'est vraiment pour juste le focus à domicile. Et en milieu de soins, on est vraiment sur des précautions air plus contact pour l'instant. Ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, de fait, hein, c'est Covid, en fait, hein, c'est pareil. Le FFP2 ajusté, les lunettes, et puis bien sûr, avec le contact avec les lésions qui contiennent beaucoup de virus, des gants et surcousse. Alors, rapidement, la présentation clinique. Alors, voilà ce qu'on avait avant de ce monkeypox dans les épidémies africaines. On avait typiquement une éruption floride avec différents temps, mais qui évoluait par poussée unique, qui pouvait durer 2 à 3 semaines, qui atteignait d'abord le visage. On voit ces atteintes du visage et qui ont tendance après à diffuser sur le reste du corps. On parle d'éruption un peu centrifuge et qui était précédé d'un syndrome pseudo-grippal, notamment de la fièvre, myasthénie intense et fatigue. Et voilà, avec une guérison qui intervenait dans les 2 à 3 semaines. Et donc un isolement qui était maintenu jusqu'à la chute et guérison et cicatrisation complète des lésions. Vous voyez les symptômes, donc le rash, hein, donc extrêmement fréquent. Hein, c'était vraiment c'est de diagnostic clinique hein, dans un contexte épidémique, et puis un certain nombre de signes cliniques assez peu finalement spécifiques. L'épidémie à la présentation clinique aujourd'hui des patients français, elle est quand même différente. On a possiblement cette phase prodromique initiale qu'on retrouvait dans ces épidémies antérieures, qu'on retrouve là chez certains patients, mais pas chez tous. Elle est inconstante. On retrouve un peu la notion de fièvre, mais pas systématiquement, frisson, polyadénopathie cervicale et inguinale, myalgie intense et asthénie, hein, donc quelque chose d'assez peu spécifique. Et cette phase va soit précéder, soit accompagner une phase d'éruption. Alors classiquement, c'est en une seule poussée, donc ça intervient 1 ou 3 jours après la fièvre. Et on a une évolution, je vous montrerai la fiche, en papule, vésicule, pustule, et puis ça croûte, avec d'abord bien sûr le visage et ensuite l'ensemble du corps, et ça touche la paume et les plantes, mais finalement, cette description, elle est assez peu, on la retrouve chez assez peu de patients. C'est ce que je vous ai mis en vert, là, des présentations cliniques plus atypiques, avec des anéopathies qui sont finalement assez inconstantes. On a des patients qui ont assez peu de lésions parfois, il y en a qui en ont beaucoup, mais il y en a qui ont 2, 3, 4 lésions, qui sont d'évolution parfois inhabituelle, c'est-à-dire que la lésion, elle va régresser avant la formation de la vésicule. Et puis, on a des lésions d'âge parfois sensiblement différentes. Je vais vous montrer quelques photos. Donc, voilà, c'est ça la particularité de ce qu'on voit aujourd'hui en clinique, c'est que finalement, ce n'est pas ce qu'on voyait dans les épidémies antérieures, et du coup, ce n'est pas ce qu'on avait dans les bouquins. Et du coup, on est voilà, un petit peu, on découvre et on apprend un petit peu en marchant, si j'ose dire. Donc, la présentation clinique toujours. Hein, donc, on a donc ça, c'est des chiffres que j'ai repris des cas qui sont notifiés par Santé publique France. Donc, des patients voilà, entre 19 et 71 ans. Donc, une moyenne d'âge, un âge médian de 35 ans. On retrouve très systématiquement, mais pas chez tous, une exposition sexuelle avec des multipartenaires, des hommes ayant des relations avec les hommes.
dans ces présentations cliniques, on a des patients qui ont déclaré une éruption, donc près des 3 quarts ont déclaré une éruption génito-anale, une éruption sur une autre partie du corps, 70% de fièvre et 72% d'hémopathie. Donc, on a très clairement une présentation d'une exposition sexuelle et finalement d'une éruption qui présente quand même des caractéristiques peut-être un petit peu différentes, mais en tout cas sur une localisation génito-anale assez fréquente. Bon, je passe. Donc voilà, on va passer quelques photos. C'est peut-être un peu long, là, non? Donc ça, c'était des lésions qu'on avait sur l'épidémie en 2003. Donc voilà, une zone un petit peu ulcérée croûteuse, on va dire, hein, avec une petite inflammation. Hein, vous voyez, c'est un petit peu inflammatoire. Ça, c'était une lésion donc avant. Donc là, c'est des lésions plus évolutives tardives. Ça, c'est plus précoce. Et là, ce sont des photos qu'on a de patients de cette épidémie, qu'on a des patients français. Donc, avec des âges finalement qui n'ont pas pu être vraiment bien notés. Là, mais vous voyez un peu ces petites vésicules ombiliquées qui vont être voilà, sur la fesse, le pied du coude. Là, on a sur le nez avec toujours cette petite réaction inflammatoire. Là, on a sur un patient de 44 ans, on a 2 poussées de lésions génitales qui ont un petit peu croûté et des petites pustules sur le tronc. Donc, finalement, des lésions plutôt rares, peu nombreuses et d'âge d'évolution différentes. Donc, on va avoir cette présentation, donc des poussées uniques, mais voilà, d'âge différent, je l'ai déjà dit, des guérisons en 2 à 4 semaines avec formation de croûte. On a très peu de formes graves et qui sont surtout liées à des surinfections, en particulier des lymphangites ou des dermohypodermites. On a une cellulite de la face, donc une surinfection par une éruption qui était au visage et puis une dermohypodermite du membre inférieur. Et puis, on a quelques formes atypiques. Alors, j'en ferai pas non plus beaucoup état. Voilà, on a toujours, finalement, dans les descriptions cliniques, des atypies, mais qui sont plutôt isolées, extrêmement rares. On a eu des urétrites, un syndrome rectal isolé, des pharyngites. Donc là, on a de nouveau, là, c'est plus intéressant, on a un patient avec l'évolution finalement des lésions. Alors, vous voyez, à J4, là, on a vraiment la vésicule pleine, hein, donc qui est là sur le poignet. Vous voyez, J8, ça commence à se croûter, hein, mais on voit qu'elles sont quand même sensiblement d'âge presque équivalent. Et puis à J7, vous voyez, ça cicatrise avec la croûte. Donc, assez typiquement, le monkeypox, c'est vraiment des lésions d'âge équivalent, vous voyez, quand on les voit, mais avec des petites différences parfois, et sur certains patients, comme je vous le disais, des lésions d'âge différents. Là, on a un exanthème maculopapuleux, hein, donc on peut avoir aussi cette présentation. On a eu cette présentation chez un patient sur une seule poussée. On a eu là, alors là, typiquement, on a un homme qui a des lésions d'âge différents. Hein, on a plutôt des vésicules un petit peu ombiliquées là, elles sont plus claires ici, et puis presque un peu croûteuses ici. Donc voilà, on peut avoir ces présentations-là. Là, typiquement, on a toujours pareil, hein, c'est des patients qu'on a diagnostiqués là, au mois de mai. Donc là, la pharyngite, là, la monkeypox, des peaux blanchâtres, hein, dans le fond de la gorge. Et puis là, sur une lésion, là, on retrouve un petit peu cet aspect un peu vésicule, le petit bourrelet inflammatoire autour. Voilà, c'est un petit peu pour vous faire l'œil, hein. On retrouve ces lésions là un peu assez typiques. Là, on retrouve la lésion sur la paume, hein, qui est assez caractéristique. Là aussi, là vous avez des lésions sur le sexe. Toujours pareil avec ce centre ulcéro-croûteux au milieu. Là, ça, c'est des photos qui sont des patients australiens. Vous voyez, c'est pas très différent, hein, de la même période, bien sûr.
Et puis voilà. Alors, on arrive, bien sûr, la grosse difficulté, c'est le diagnostic différentiel, hein, parce que ça reste quand même des boutons, ça reste quand même une évaluation clinique. On a certes l'exposition qui est là très marquée, hein, comme je vous l'ai dit, qui doit orienter quand même le diagnostic. Mais là, on a effectivement des cas de diagnostic différentiel. Et il faut savoir que dans les diagnostics différentiels, se posent surtout chez les enfants. Les enfants vont effectivement faire d'autres éruptions fébriles beaucoup plus fréquentes et vont être parfois voilà, un petit peu confondus avec le monkeypox, alors que les éruptions fébriles chez l'adulte restent quand même beaucoup plus rares. Donc, sachez que le diagnostic différentiel, c'est surtout en pédiatrie qu'il faut être extrêmement méfiant. Et puis, vous voyez, donc là, c'est une varicelle. Alors, varicelle, vous voyez, hein, c'est d'âge différent, mais on a vu que chez le monkeypox, on pouvait l'avoir. Donc là, typiquement, on a encore ces vésicules sur le visage. Ça ressemble vraiment à une présentation de monkeypox telle qu'on les voyait dans les épidémies africaines auparavant. On retrouve donc toujours la varicelle ici. On peut avoir dans la varicelle, c'est très rare, mais il peut y avoir une atteinte palmoplantaire. C'est toujours possible. Donc là, on a encore une varicelle. On a bien sûr le syndrome pied-main-bouche, qui donne aussi des éruptions vésiculeuses, donc en région péri-anale, hein, ou bien sûr sur les mains. Donc les Coxsackie, hein, bien sûr, sont extrêmement fréquentes, d'autant qu'on a une recrudescence toujours un petit peu estivale de ces syndromes et qui peuvent faire errer le diagnostic, enfin toujours penser à ces éruptions. Et puis, on a la syphilis secondaire, là, alors qu'on retrouve dans notre population, effectivement, plus à risque aujourd'hui de monkeypox, avec ces exanthèmes-là qui peuvent ressembler. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais ça reste de l'éruption. Donc, c'est des syphilites palmaires ou des papules sur les bourses. Et puis, enfin, l'herpès, hein, on le voit, hein, c'est quand même assez différent, très translucide, hein, l'herpès en bouquet, hein, souvent, de plusieurs vésicules, mais qui, là aussi, peut être dans la population qui est exposée, doit être évoqué. Bon, après, de façon plus anecdotique, on a des Kaposi Juliusberg, des pemphigoïdes bulleuses, toxidermies bulleuses, enfin voilà, érythème polymorphe, vous voyez, bon, c'est des présentations qui restent quand même assez différentes et qui, de toute façon, répondent bien à l'analyse dermatologique, hein, et à l'avis dermatologique. Donc, le diagnostic biologique, le prélèvement, c'est un écouvillon d'une lésion, c'est très simple, il faut un peu gratter parce qu'il faut des cellules et on associe avec un neurove nasopharyngé, on a quand même du virus dans les sécrétions nasopharyngées, c'est un bon test aussi à associer. Et la biopsie cutanée est également possible. Donc, le prélèvement, il est techniqué dans des centres de référence, hein, ce sont des établissements de santé de référence qui sont équipés de laboratoires de sécurité niveau 3 qui permettent le traitement de ces échantillons. Et il y a un travail qui est en cours pour essayer d'étendre ces capacités de laboratoire vers des établissements autres que les ESR, que ces établissements de santé de référence, et notamment aussi de pouvoir un peu l'étendre à des laboratoires de ville. L'acheminement, c'est du triple emballage, hein, c'est comme le Covid au début, le SARS-CoV-2, pardon, pour faire le diagnostic dans les laboratoires donc habilités. Le traitement, je vais juste passer sur les grands principes, donc ça reste symptomatique. Paracétamol antihistaminique parce qu'on peut avoir un peu de prurite, mais surtout pas d'anti-inflammatoire. Il faut savoir que les patients peuvent être extrêmement douloureux, notamment sur les localisations rectales, et notamment il y a des rectites qui sont à monkeypox qui peuvent être extrêmement douloureuses, donc bien aussi traiter par antalgie ces localisations-là. On ne touche pas les lésions, bien sûr, on les couvre pour prévenir de la contamination. Et puis, bien sûr, dans le contexte de rapports sexuels non protégés, il faut penser à des co-infections qu'on a identifiées, hein, chez certains patients, chlamydia, gonocoque, syphilis, et certains centres font des traitements probabilistes s'il y a vraiment des symptômes évocateurs associés. Le traitement spécifique, je ne vais pas vous en parler, voilà, ça relève des centres spécialisés, c'est réservé uniquement aux formes graves. Donc, c'est des patients qui vont présenter une forme sévère, qui vont devoir être hospitalisés. Et là, effectivement, on a un certain nombre de molécules técovirinates
le brincidofovir et le cidofovir, en troisième intention, qui peuvent être, donc qui sont des antiviraux et qui peuvent être donnés chez les patients sévères hospitalisés. Et puis, dernier point sur la vaccination, donc on recommande effectivement, c'est une stratégie en anneau, hein, donc la Haute Autorité de Santé a souhaité mettre en place ces types de stratégies. Donc, donc, on a plusieurs générations de vaccins, et là, on a une dernière génération, une troisième génération qui est beaucoup mieux tolérée que les premières générations de ceux qui sont… alors, c'est des vaccins contre la variole, hein, et c'est beaucoup mieux toléré que les premiers vaccins dont on s'est servi pour éradiquer la variole dans le monde. Donc, c'est des troisième génération, donc ils sont non réplicatifs. Donc, on les donne idéalement, plus tôt on les administre au sujet, au patient contact d'un patient confirmé, mieux ça a des chances de fonctionner. Donc, c'est vraiment dans les 4 jours après le contact à risque. L'HAS a mis le curseur jusqu'à 14 jours. Donc, c'est 2 injections à 28 jours de délai, et puis on rajoute une troisième dose chez les patients immunodéprimés. Donc, voilà, les contacts à risque, hein, donc c'est contacts physiques, directs, non protégés avec la polysée, les fluides biologiques, bien sûr, quelles que soient les circonstances, bien évidemment le rapport sexuel. Et puis, on a aussi la notion quand même de gouttelette, hein, qui est encore présent, qu'on ne peut pas éliminer aujourd'hui avec les données, même si on a une forte propension à une transmission par contact très étroit. Il faut rester encore prudent. Et donc, il y a cette transmission aussi qui fait partie des contacts à risque de moins de 2 mètres pendant 3 heures, qui est encore retenue. Donc, vaccination, stock d'état, donc autorisation nécessaire de l'autorité de santé, de l'ARS, avant de vacciner les patients. Voilà les 2 vaccins dont on dispose pour le monkeypox. Donc, c'est des vaccins contre la variole, hein, c'est les mêmes. Donc, atténués, non réplicatifs, on peut les faire chez les immunodéprimés. Et donc, la contre-indication, c'est l'hypersensibilité à un des produits. Donc, en pratique, voilà, c'est ma dernière dia. Donc, on a fait des fiches sur le site Coreb. Donc, on a fait une fiche soignant, c'est un recto verso. On reprend un peu les informations principales, on la met à jour au fil des connaissances. On devrait avoir une fiche là, plus récente que 21 juin. Où on reprend voilà, les principaux éléments diagnostiques, les éléments de protection, la prise en charge des premiers. Et puis au verso, hein, voilà, on a un petit peu d'iconographie. Et puis on a fait une fiche aussi pour les informations des patients infectés, voilà, quelques mesures de conduite à tenir au domicile, d'autosurveillance clinique, et voilà, d'évolution de la maladie pour donner un maximum d'informations aux patients qui doivent rester isolés chez eux à leur domicile. Voilà, j'arrête peut-être là. Merci beaucoup, Dr Chaplin. Du coup, on va passer aux questions. On va répondre à quelques questions. Il y en a certaines qui ont été déjà répondues, mais si vous voulez rajouter des choses là-dessus, n'hésitez pas. Je vais commencer un peu par ordre chronologique. Quelle différence entre le monkeypox et le Covid-19 sur le plan de transmission? Parce que tout à l'heure, vous parliez du fait que ce soit qu'il y ait des similarités. Donc, quelle différence entre les deux? Oui, chaque micro-organisme a ses caractéristiques de transmission, hein, donc je pense qu'il ne faut vraiment pas essayer de faire de comparaison. Donc là, bien évidemment, le Covid, le SARS-CoV, c'est vraiment une infection des voies aériennes supérieures, inférieures. Hein, donc, on va vraiment avoir c'est la pneumonie fébrile, la pneumonie qui donc va transmettre par gouttelette, par aéroporter les germes. Sur la variole du singe, on a ces lésions cutanées. Donc ça va être plus le contact qui va favoriser la transmission, avec vraisemblablement, en tout cas sur les épidémies antérieures, un portage nasopharyngé qui pouvait donner une transmission gouttelette. Mais là, c'est l'anatomie de la maladie qui fait que on détermine le mode de transmission principal. Covid, c'est respiratoire. Le monkeypox, là, c'est plus cutané, quoi. Merci. Et je tenais juste à accueillir encore une fois professeur Jean-Paul Stahl. Rebonsoir. Oui. Tout à l'heure, vous étiez Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, merci.
Ça en fait. Alors, une autre question du coup par rapport à la clinique de la variole du singe, quelle serait la différence par rapport à la varicelle? Je pense que vous avez déjà répondu, mais si vous voulez rajouter Ouais, dessus. ouais, faire la part entre la. Alors, en fait, ce qu'on fait, on s'est fait. Nous, on a. Le patient à Rennes, on pensait que c'était une variole, c'était une varicelle. Donc, c'est vrai que ça ressemble. Je pense que ce qui est très déterminant, c'est l'antécédent de varicelle. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de vraiment poser la question. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est vraiment dans l'interrogatoire. Deuxième élément, c'est vraiment voilà, dans le contexte dans lequel les personnes. Voilà, là, pour l'instant, on a, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quand même l'exposition est quand même assez univoque. Et puis enfin, sur la clinique, voilà, bah, il faut en voir. Les collègues parisiens, là, je vous ai montré, là, qui cumulent les trois quarts des cas, notamment sur deux centres parisiens, la Pitié et Bichat. Et c'est vrai que là, cliniquement, ils arrivent à bien distinguer. Il faut le voir pour le croire, si j'ose dire. C'est le fait de voir des éruptions qui vont permettre de bien affiner le diagnostic. La varicelle, voilà, elle est plus fréquente chez l'enfant quand même. Elle est plus sévère chez l'adulte, plus floride. Mais ça va être vraiment après l'exposition, l'antécédent et puis la clinique un peu. Et justement, par rapport aux enfants, est-ce qu'il existe des cas chez les enfants? Il y a quelqu'un qui pose la Moi, question. aujourd'hui, je dirais non. Il y a eu un cas de transmission materno-fétale en Grande-Bretagne là, au début, mais là, pour l'instant, pour l'instant, je dirais non en France. D'accord. Il y avait une autre question par rapport à la pratique qui dit en pratique, qu'est-ce qu'on fait aux patients qui vient aux urgences? Est-ce que s'il n'y a pas de signe de gravité, est-ce qu'on l'hospitalise ou est-ce qu'il doit s'isoler à domicile? Voilà, c'est vraiment l'isolement à domicile, hein. Sans signe de gravité, on D'accord. n'hospitalise pas ces patients-là. Donc, c'est Mhm. isolement à domicile et c'est voilà, déclaration, appel de l'infectiologue référent et puis que le patient puisse être orienté sur une filière de prélèvement et de diagnostic et puis après de suivi qui se passe la plus grande partie du temps en téléconsultation. C'est des patients qui vont très bien, hein. Les formes sont vraiment bénignes, ça reste une éruption, les gens vont bien, ils restent à domicile. Il faut effectivement prendre des nouvelles de temps en temps, mais ça se passe très bien. Donc, on n'hospitalise pas du tout, hein, les patients. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Une autre question un peu loin peut-être, mais existe-t-il une cause ou un facteur climatique quant à la resurgence de l'épidémie? Enfin, si on peut appeler ça une épidémie. Ouais, c'est ce que j'expliquais. Je pense que c'est la Mhm. diminution globale de l'immunité contre la variole. On n'est plus immunisé contre la variole. Et donc, je pense que ces virus-là reprennent, voilà, sont responsables de nouvelles foyers épidémiques. Donc, je pense qu'on est plus sur Bon, après, l'émergence, c'est bien évidemment, hein, c'est les transports aériens. En 10 heures, on traverse, et puis on passe d'un continent à l'autre. Et c'est vrai que les incubations, c'est plusieurs jours, une semaine. Donc, c'est sûr qu'on peut véhiculer. Le transport aérien est un grand vecteur quand même d'émergence et de diffusion, on l'a vu pour la Covid, hein, d'infection, de maladie. Donc, c'est sûr que ça joue aussi certainement. Mais là, je pense vraisemblablement que c'est la diminution de l'immunité, la perte de l'immunité contre la variole qui nous fait ressurgir ce monkeypox. Mhm. Et il y a quelqu'un aussi qui a posé la question mutant et qui dit qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça existe pour cette maladie ou pas encore? Euh, Ou pas de, du tout? de quoi? Je n'ai pas entendu. Mutants. Mutants. Oui, des mutants, Mutation, oui. des variants. Je Oui. ne pourrais pas répondre. Je ne pense pas que ce soit un enjeu là, terrible Mhm. comme on l'a dans la Covid, hein. Donc, et ça reste quand même une épidémie. Voilà, c'est 400. Bon, c'est peut-être très certainement plus, hein, mais ça reste quand même très limité, hein, sur un pays de plus de 70 millions. Hein. Donc, non, non, je ne vais pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a une immunité qui est acquise de la maladie?
C'est ça qui est un petit peu, je crois que c'est un petit peu encore un peu tôt pour le dire sur la forme européenne là, qu'on a. Mhm. Je ne pourrais pas non plus répondre si les études sont en cours. On ne sait pas si ça fait produire des anticorps et si ces anticorps sont protecteurs. Donc, je pense qu'il faut attendre encore un peu là. On n'a pas D'accord. toutes les réponses, hein. Alors, je lis, ouais, il y a des formes asymptomatiques. Alors, normalement, on est contagieux quand on est symptomatique. Donc, ça, c'est quand même là, ce qui nous voilà, ce qui nous différencie aussi de la Covid, hein. Il y a un papier là, qui est ressorti tout récemment, là, des Belges qui ont fait des prélèvements systématiques et qui trouvent qu'effectivement, il y a du monkeypox certaines personnes qui sont asymptomatiques. Bon, à prendre avec prudence. Pour l'instant, on est contagieux quand on est symptomatique. Mhm. D'accord. Alors, je vois qu'on a bien dépassé le temps. Est-ce que vous voulez prendre quelques Ouais, autres j'essaye questions? de voir les. C'est vrai qu'il y a. Oui, il y a plusieurs questions et dans les deux sens, dans les discussions aussi, donc c'est un peu... Alors, mode d'action du virus, j'en ai pas parlé. Mhm. Comme infection Covid, quid des anti-inflammatoires. Alors oui, en fait, dans le Covid, c'est des corticoïdes et c'est bien sûr les corticoïdes sont indiqués en cas d'oxygéno-requérance, hein. Donc ça va être la gravité de la Covid qui va primer sur la. Donc il faut mettre des corticoïdes, hein, sur un Covid qui en a besoin, même s'il y a un monkeypox, hein. Après, les co-infections sont pas encore bien. On a une recrudescence de Covid, hein, on pourrait avoir des co-infections. Alors, les bains sont-ils autorisés? Il faut traiter des lésions de façon effectivement à essayer de les faire cicatriser, donc de moins les agresser le possible. Donc, pouvoir, oui, pourquoi pas des bains, mais peut-être de façon parcimonieuse, on va dire. Le malade, normalement, il est contagieux jusqu'à la chute des croûtes. Donc, ça peut être entre 21 et 28 jours. Test de diagnostic rapide, oui, c'est en cours de mise en place. Des TROD sont en cours là, de mise en place. Donc, ça, c'est très intéressant pour pouvoir effectivement diagnostiquer rapidement les personnes. Donc, ce n'est pas encore disponible, mais ça va l'être. Touc. Chronologie. Qu'est-ce que nous avons distinctif? Variole humaine et variole du singe. Alors, la variole humaine n'existe plus, hein. Enfin, la forme, la variole, comme on disait. La variole, il n'y avait pas d'adénopathie dans la variole. Je crois que c'est un des signes distinctifs. Et la variole était quand même beaucoup plus sévère, hein. La mortalité pouvait monter jusqu'à 30%. Là, sur la variole du singe, sur les épidémies antérieures africaines, on est entre 1 et 10%. Euh, Ça marche. Professeur Stahl, vous avez d'autres choses à Oui, non, rajouter? je voulais quand même souligner le fait que on n'a pas de chance. On n'a pas de chance parce qu'en 1958, on a appelé ça la variole du singe et puis le mot est resté. Et c'est jamais qu'un poxvirus. Il y en a plein des poxvirus. Et donc là, les médias ont ressorti variole du singe parce que sans doute on était en panne de Covid. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas les mettre sur le même plan. Et d'ailleurs, il existe le cowpox, la variole de la vache. On l'a pas appelé comme ça, et on a de la chance, parce que le cowpox, ça existe aussi, il y en a même aux États-Unis, il y en a eu en France. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se méfier des vagues médiatiques, et comme le disait Jean-Marc au tout début, se référer au centre et aux communications réellement scientifiques. Merci Alexandra merci Jean-Paul, hein, pour ces précisions. Puis Alexandra, elle nous fait remarquer qu'on est encore dans le Covid. Exactement. Alors, voilà, non, mais voilà. Alors oui, il ne faut pas gratter, hein. Les cicatrices, elles peuvent marquer si on les gratte, hein. Ah, Donc, c'est bon. moins on les touche, mieux c'est. Mhm. C'est sûr. Phase prodromique ressemble à la rubéole? Normalement, pas du tout. La phase prodromique, c'est vraiment juste la fièvre et les signes généraux.
Donc, il n'y a pas d'irruption à cette… Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même quelque chose à remettre au goût du jour en médecine. C'est-à-dire que quand il y a une pathologie de cet ordre, quand elle est respiratoire, il faut mettre un masque, et quand elle est cutanée, il faut mettre des gants. Voilà, c'est le bon sens parfois qui prime. Et je pense que surtout dans ces conditions-là, où les connaissances sont un petit peu pas tout à fait bien calées, je pense que le bon sens clinique est notre meilleure arme pour lutter, limiter et mieux prendre en charge les patients. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Jean-Paul. Et c'est une question qu'on aurait dû se poser, je pense, il y a quelques années, enfin au début du SARS. C'est vrai que le masque paraissait quand même exactement. assez… Exactement. Alors, on arrive du coup au bout de notre session, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Chaplin et professeur Stahl, pour cette session très riche en exposé, en questions. Merci à nos participants d'être venus. Ils sont nombreux à revenir, donc on les remercie pour leur fidélité. On vous dit de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour savoir de nos nouveautés et de suivre les prochaines sessions. Et aussi, vous trouvez sur notre site internet des sessions de podcast, toujours en partenariat avec la SPIF Infectious Disease Now, au sujet d'infectiologie. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur cs.france@elsevier.com. Merci à D'ailleurs, tous. si je puis me permettre, Oui. vous allez avoir sur le site d'Infectious Disease Now une très bonne revue des animaux qui pourraient être contaminés par les hommes par le monkeypox, les animaux de compagnie. Et donc, on vient de publier une revue qui est très intéressante là-dessus. Et comme ça, vous pourrez, je pense, vous rassurer quant à vos chiens et chats préférés. Génial, merci beaucoup, professeur. Merci à tous et bonne soirée, à bientôt. Ouais, à bientôt, merci Bonne pour soirée, l'invitation. au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.